C'est une stratégie silencieuse qui s'avère être une arme redoutable. Dans ce grand angle, nous allons voir comment la guerre de l'information et l'influence redéfinissent de nos jours les rapports de force entre pays ou entre individus. Alors, quelles menaces pour nos démocraties et comment justement éviter la manipulation de masse? Pour en parler avec nous, Raphaël Chauvency. Bonsoir Raphaël Chauvency. Bonsoir. Vous êtes officier supérieur des troupes de marine et spécialiste des stratégies d'influence et vous venez de sortir un livre passionnant, fort intéressant, Vaincre sans violence. Vous l'avez sous-titré Manuel d'influence et de guerre de l'information. Vous allez nous dire dans un instant pourquoi. Et c'est sorti chez VA Éditions. On commence par le constat de ce livre. Déjà pour que l'on comprenne, que mettez-vous derrière les termes influence et guerre de l'information? C'est tout ce qui est fake news, infox? Alors ça en fait partie. L'influence, en fait, est structurelle. L'influence consiste à, quelque part, c'est une forme d'architecture environnementale. Ça regroupe l'ensemble des moyens qui vont permettre d'orienter la décision de la cible ou alors d'orienter le cours des événements de manière indirecte. La guerre de l'information, c'est autre chose. Ça consiste à regrouper l'ensemble des actions informationnelles ou cognitives pour viser généralement 3 buts. Le premier but va être de fausser les capacités d'analyse de la cible. Le second, de saper sa volonté. Et le dernier, enfin, de briser sa cohésion interne et de remettre en cause sa légitimité, ce qui revient finalement à le neutraliser. C'est quelque chose de nouveau, ça a toujours existé d'une manière ou d'une autre? Alors c'est quelque chose qui a toujours existé, bien évidemment, plus ou moins, mais ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société de l'information. Et l'information a pris une telle place dans notre quotidien, une telle place finalement dans notre société, qu'évidemment les moyens qui étaient limités auparavant dans ces domaines sont aujourd'hui exponentiels. Et puis tout s'accélère avec les réseaux sociaux, bien entendu. Ouais. Bien sûr. Est-ce que vous avez un ou deux exemples concrets à nous donner de cette guerre informationnelle pour qu'on comprenne bien? Est-ce qu'on peut parler par exemple, je ne sais pas moi, de l'Ukraine et de la Russie? Est-ce que vous avez un exemple par rapport à ça? Alors, un exemple de guerre informationnelle entre l'Ukraine et la Russie, par exemple, le plus flagrant, ce sont les éléments de langage, le narratif que les Russes ont mis en avant en prétendant, et ça a fonctionné auprès de certains segments de la population, prétendant se défendre contre une Ukraine nazie qui les aurait menacés. Ce qui, en termes objectifs, est totalement dérisoire. Un pays qui était 3 fois plus petit, infiniment moins peuplé, qui ne dispose pas d'armes nucléaires, qui ne disposait pas d'une armée capable à l'origine de résister aux Russes, ne pouvait même pas penser attaquer la Russie. En revanche, les Russes ont su développer un narratif en s'appuyant sur quelques principes de base qu'on retrouve à peu près dans toutes les guerres de l'information. Un narratif simple. Les Ukrainiens sont des nazis et nous agressent. Première chose. Un narratif qui est cohérent. La cohérence, n'a pas besoin d'être logique, il suffit qu'elle soit apparente. Les Ukrainiens sont des nazis, les nazis sont les ennemis, donc il est bien logique qu'ils nous agressent. C'est des équations basiques et très simples. Exactement, et ça marche très bien auprès de la population russe. Il faut également que le narratif soit manichéen, un gentil, un méchant, qu'il évoque un écho mémoriel ou une croyance. Dans le cas des Russes, et à destination de la population interne, la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, qu'il évoque soit un désir très fort, soit une angoisse très forte. Et les Russes, notamment dans tout leur narratif sur l'Ukraine, se sont appuyés sur cette petite grille. Je disais que ce sont des nouveaux rapports de force entre pays, mais parfois entre individus. Vous montrez dans votre livre vraiment tous les schémas qui existent pour arriver justement à cette désinformation. On va prendre un exemple. Imaginons que j'ai un ennemi de l'extérieur qui me veut du mal. Comment il ferait pour influencer des infox me concernant en suivant les schémas que vous avez dans ce livre? Par quoi il commencerait et quel serait son but final? Alors la première chose, c'est qu'il va procéder à une cartographie. Il va falloir qu'il étudie la population cible et qu'il étudie quels sont les secteurs... Donc moi, en l'occurrence. Alors, vous, en particulier, eh bien, il va falloir étudier un petit peu ce que vous êtes, quelles sont vos croyances, quels sont vos objectifs, quelles sont vos peurs. Et à partir de là, on va pouvoir stimuler vos croyances. Pourquoi? Pour que mon narratif, finalement, évoque en vous un sentiment de déjà-vu. C'est le meilleur moyen de vous convaincre. Donc, en fait, on va activer vos biais cognitifs. Première chose. Ensuite, il va falloir que j'identifie vos peurs, vos angoisses. Ou alors vos désirs. Qu'est-ce qui est le plus fort chez vous? Vos peurs et vos angoisses ou vos désirs? Si vous êtes dans une situation précaire, c'est plutôt la peur qui va prévaloir. Si vous êtes dans une situation plutôt favorable, c'est plutôt le désir. Et là, je vais axer mon narratif en fonction de ce que vous êtes, pour petit à petit vous amener là où je le veux. Et quelle est la meilleure réponse alors? Parce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, par exemple, des attaques ad nominem, personnelles, et les gens, des fois, ne savent pas comment y répondre. La meilleure réponse, c'est le silence, c'est l'attaque judiciaire, c'est la contre-attaque d'arguments? Alors, tout dépend des situations. Dans certains cas, il peut être plus intéressant
de pratiquer le silence, tout simplement. Et de laisser Pourquoi? passer un petit peu Exactement, sachant que l'information tue l'information. Et donc, il peut répondre, peut consister à nourrir le débat, et donc avoir des effets néfastes. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais répondre. Évidemment, lorsqu'on est victime des informations, ou alors lorsqu'on est victime de calomnie, bon, la voie judiciaire s'impose, bien évidemment. Ensuite, l'attaque, la contre-attaque, je ne le recommanderais pas forcément en tant qu'individu, mais si on s'élève au niveau des groupes, l'attaque est quasiment le seul moyen de se défendre en guerre de l'information, de reprendre l'initiative. La réputation, c'est une des armes utilisées dans cette guerre de l'information et de l'influence que vous mettez en avant. Tout à fait. Attaquer la réputation de quelqu'un, c'est une magnifique arme de guerre silencieuse. C'est une des plus efficaces. Attaquer la réputation de quelqu'un, c'est quoi? C'est remettre en cause ses légitimités. Si on remet en cause ses légitimités, on n'a plus besoin d'attaquer ses arguments. En fait, c'est la personne en tant que telle qui n'est plus digne d'être écoutée, qui n'est plus digne de s'exprimer. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qui est dévastateur et qui est très dangereux pour nos démocraties. Et je me posais une question en préparant cet entretien. Est-ce que ça peut être très silencieux, mais sur du long terme? Imaginons, une information est distillée aujourd'hui sur les réseaux sociaux en 2025. Est-ce que, dans 5, 10 ans, elle peut exploser? Est-ce qu'elle peut être vraiment silencieuse sur du long terme? Oui. Et alors ça, ce que vous décrivez, en fait, c'est quelque chose d'assez ancien. Ce sont les mesures actives qu'avaient conceptualisées les soviétiques au temps de l'URSS. Et donc, je prends un petit exemple qui remonte aux années 80, où les Russes avaient distillé une rumeur selon laquelle les Américains avaient créé le sida. Et c'est une rumeur qui a été lancée en Inde au début, qui n'a pas eu d'écho pendant 1 an, 2 ans. Après, elle a été reprise en Allemagne de l'Est, mais il pouvait déjà s'appuyer sur un précédent. Donc ça permettait de recouper l'information. Et la rumeur a petit à petit grossi, et les Américains ont eu un mal fou à s'en dépêtrer. Et quel est le but in fine? C'est vraiment de pouvoir faire basculer l'opinion politique d'un camp ou dans l'autre? Pas forcément. Le but, c'est de neutraliser stratégiquement sa cible. Alors que la cible soit un individu, qu'elle soit une entreprise, qu'elle soit un groupe ou qu'elle soit un État. Neutraliser stratégiquement, ça veut dire, ce sont les 3 points que j'ai évoqués tout à l'heure, ça veut dire déjà fausser ses capacités d'analyse, c'est-à-dire essayer de le tromper pour l'entraîner à prendre de mauvaises réactions. C'est également paralyser sa volonté. Être capable de paralyser son adversaire, c'est sans doute une chose des plus efficaces. Et comment peut-on le faire? En remettant en cause sa légitimité à le faire. Mais Raphaël Chauvency, pour aller plus loin, est-ce qu'on peut manipuler un peuple, toute une population, dans cette guerre de l'information silencieuse, ou c'est à chaque fois quelques individus? Non, on est capable de manipuler une majorité, ou en tout cas un segment significatif de l'opinion. On a pu le voir malheureusement au Sahel assez récemment, où finalement les succès objectifs qu'avait remporté la France ont été, se sont retrouvés quelque part marginalisés par rapport à un narratif qui les a remis en cause, et un narratif totalement absurde, puisqu'on est venu à imaginer que les Français auraient été complices des terroristes au Sahel, ces terroristes contre lesquels ils se sont battus et ont dépensé 1 milliard d'euros par an. Et comment ça se passe concrètement? Est-ce que c'est comme lors d'une stratégie militaire, on se met autour d'une table et on dit, bah voilà, là on va faire ces infox-là sur un tel, là on va lancer telle rumeur. Lorsqu'une armée, par exemple, veut prendre ses armes silencieuses, est-ce qu'il y a des stratégies derrière, mais dans le cadre d'un bureau, d'une réunion? Alors, il y a forcément des stratégies. Après, la manière de diffuser une infox, la manière de manipuler une opinion, la manière dont ça s'organise, je ne pourrais pas vous le dire, puisque j'appartiens à une armée d'une société démocratique. On imagine, nous par ne le faisons exemple, pas. il y a des stratégies numériques, par exemple. En revanche, bien sûr, comme pour toute stratégie, il y a bien une planification qui se fait. Il y a bien un ordre qui se fait, donc avec d'abord un ciblage de la cible, ensuite, une planification classique, comme pour n'importe quelle opération, mais dans la sphère informationnelle. Alors comment on fait, nous, en tant que citoyens, pour arriver à démêler le vrai du faux? Vous plaidez pour une véritable éducation à l'esprit critique dès l'école, selon vous? Oui, je pense que c'est essentiel. En fait, notre force et notre faiblesse. Notre société ouverte et démocratique est évidemment ouverte, par définition, à toutes les attaques, à toutes les manipulations. En revanche, notre force, et qui est liée à cette ouverture, c'est cette capacité à avoir un esprit critique. Mais cette capacité doit s'acquérir par l'éducation, et je pense dès le plus jeune âge. Quel est le rôle de nous, journalistes, dans tout cela? Le rôle des journalistes est essentiel, puisque la démocratie repose sur quoi? Sur l'information. Et sur la confiance que les individus peuvent avoir dans l'information. C'est-à-dire qu'une information qui est objective, une information qui est perçue comme objective, permettra aux citoyens de se faire un avis éclairé. Et Raphaël Chauvency, vous pensez que là, il y a une urgence actuellement, ou un vrai besoin d'informer le plus grand nombre, justement, sur cette influence, sur cette guerre de l'information? Je pense qu'effectivement, il est même pas minuit moins 1, il est minuit 10. Aujourd'hui, on est en retard? Oui.
Ouais. Nous sommes en pleine guerre de l'information et je ne suis pas sûr que nos concitoyens en aient totalement pris la mesure. Et à différents échelons. Un échelon extérieur, donc on a cité la Russie, il y a d'autres de nos compétiteurs qui nous attaquent, qui cherchent à nous déstabiliser, qui cherchent à polariser notre opinion, qui cherchent à nous disloquer de l'intérieur. Donc ça, c'est une menace qui est extérieure. Il y a aussi une menace intérieure qui, j'allais dire, presque plus dangereuse ou aussi dangereuse également, eh bien c'est la remise en cause de la démocratie. C'est à force d'avoir tout un torrent de fake news, de bullshit news, comme on peut dire également, eh bien une partie des citoyens finissent par ne plus croire en l'information, par ne plus croire au débat public et par se désengager. Et une démocratie dont les citoyens se désengagent, c'est une démocratie qui est dévitalisée. Et surtout, c'est venu très très vite en fait, tout cela en 5-10 ans, hein, j'ai envie de dire. Donc on peut imaginer la situation dans les 30-40 prochaines années. Surtout avec les moyens exponentiels ouverts par l'intelligence artificielle. Ah, ça vous inquiète également? Oui, tout à fait. Demain, il va y avoir, ça va être aussi une autre arme sournoise également. On détourne les discours, on détourne des images, des vidéos. Il va falloir surveiller ça. Vous dites demain, mais aujourd'hui, c'est déjà le cas. Et on peut voir en Afrique ou ailleurs des vidéos qui circulent, qui sont entièrement fausses, de l'image à la voix. Il y a un terme intéressant que vous évoquez souvent dans vos interviews. Vous dites que c'est une guerre par le milieu social. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, le milieu social? Alors, à l'origine, les guerres se faisaient entre deux armées sur le terrain. C'est la guerre classique telle qu'on l'imagine. Ensuite, petit à petit, sont venues les guerres, j'allais dire, les guerres subversives ou les guerres révolutionnaires. La guerre s'est faite dans le milieu social. Quelque chose que nous avons même connu en France avec les résistants, par exemple. Quelque chose que nous avons connu aussi dans nos guerres coloniales. Et petit à petit, avec l'avènement d'une société de l'information, le milieu social n'est plus devenu un simple environnement, il est devenu une arme. C'est-à-dire utiliser les structures sociales, utiliser les référents sociaux et cognitifs contre la cible elle-même. Et donc c'est assez fantastique que le monde social est un environnement, mais en fait on utilise certaines parties pour le déstabiliser lui-même et provoquer la dislocation et l'effondrement de la cible. Raphaël Chauvency, en guise de conclusion à cet entretien, est-ce que vous avez un conseil à donner à nos téléspectateurs, à ces parents qui nous regardent et qui s'inquiètent justement de cette profusion de désinformation ou d'influence d'infox pour leurs enfants? Est-ce que vous avez un conseil à donner? Alors un conseil, c'est informez-vous. N'ayez pas peur de la désinformation. Et comment éviter la désinformation? Quelques petits tips rapides. Eh bien, déjà, recouper l'information. Et ensuite, une information qui nous indigne, une information qui suscite en nous une pulsion, une émotion forte. Eh bien, c'est une information qui potentiellement cherche à nous manipuler, puisqu'en fait, elle utilise nos biais cognitifs plutôt que notre esprit critique. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien passionnant, Raphaël Chauvency. Vaincre sans violence, manuel d'influence et de guerre de l'information, c'est chez VA Éditions et c'est passionnant. Vous avez effectivement beaucoup de schémas que l'on a un petit peu évoqués avec vous à l'instant. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.